aujourd'hui, nous allons parler de gènes. Pas d'OGM, de gènes. Oui, nous avons parlé de ces gènes que l'on retrouve dans nos champs et surtout de ces découvertes qui permettent de mieux comprendre aujourd'hui comment caractériser ces gènes et à quoi ils servent. Et nous verrons qu'ils ont des avantages pour nos producteurs, pour leur permettre d'utiliser moins d'intrants et surtout de répondre à la grande diversité des débouchés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Richard Mollard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué permanent de la plateforme de communication IBV pour Initiative Biotechnologie Verte. Thomas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, céréalier, multiplicateur de semences également dans l'Oise. Marie-Cécile Damave, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marché au think tank SAF Agri-ID. Et Lux Messard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également agriculteur et surtout vice-président de la FNSEA. Alors tout de suite, pour commencer sur le sujet, nous allons voir une courte vidéo qui présente les biotechnologies vertes. Le saviez-vous? Qu'y a-t-il de commun entre des spaghettis qui ne collent pas, un gazon qui n'a pas besoin d'être tondu toutes les semaines et des vaches qui rôtent moins? Les biotechnologies vertes. C'est quoi ça? C'est un ensemble de techniques qui permet de créer de nouvelles variétés de plantes pour s'adapter aux besoins des agriculteurs et des consommateurs. Comment fonctionnent les biotechnologies vertes? Des chercheurs, appelés des sélectionneurs, ont décrypté la grande découverte de Darwin. Les plantes mutent. C'est pourquoi elles peuvent s'adapter à leur environnement ou parfois disparaître. Ces sélectionneurs repèrent ces plantes qui n'ont pas envie d'avoir le destin des dinosaures. Ils combinent leurs meilleures caractéristiques. De ces croisements naissent des plantes bourrées de qualité. Leur mission? Mission 1. Nourrir les milliards d'êtres humains grâce à de meilleurs rendements. Mission 2. Produire plus, ok, mais aussi produire mieux, avec moins d'eau, moins de pesticides, moins d'engrais. Troisième mission, s'adapter au changement climatique et résister aux nouveaux parasites. Et demain, c'est la mission des biotechnologies vertes de préparer demain. Les hommes et la planète auront plus que jamais besoin de plantes plus résistantes, plus saines et plus savoureuses. Bref, en agriculture, la biodiversité n'a pas fini de s'enrichir grâce à toutes les recherches des sélectionneurs. Et j'en ai plein d'autres des histoires comme ça. Alors Marc-Richard Mollard, pour commenter cette vidéo, tout d'abord, pouvez-vous nous donner un exemple concret du rôle des biotechnologies dans nos agricultures? Les biotechnologies, c'est un ensemble d'outils qui est utilisé par les obtenteurs, ceux qui sont chargés d'améliorer les plantes, pour, au niveau du laboratoire principalement, mais pas seulement. Donc à la faveur des progrès, des connaissances en biologie cellulaire, en génétique, etc., aujourd'hui ces outils permettent de faire des choses qu'on ne savait pas bien faire avant, ou surtout de l'accélérer, d'accélérer le progrès. Donc ça comprend par exemple des cultures dites in vitro, donc dans des petites boîtes en conditions parfaitement contrôlées, qui permettent par exemple d'assainir des plantes avec ce qu'on appelle la culture de méristème, de les multiplier de manière végétative, mais aussi de faire des croisements interspécifiques grâce à la fusion de protoplastes. Donc voilà, ce sont des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite, plus loin, mais qui sont quand même dans une continuité de l'action de l'homme sur les plantes qu'il utilise pour se nourrir. Depuis plus de 10 000 ans, l'homme travaille sur l'amélioration de ces plantes, au départ pas consciemment, aujourd'hui très consciemment. Alors quand vous dites très consciemment, ce sont des outils qui permettent d'avoir une connaissance plus fine des caractéristiques internes des plantes au niveau des gènes. C'est-à-dire que ces sélectionneurs vont, à partir de fiches d'identité, organiser les croisements, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc l'enjeu consiste à aller chercher de la biodiversité dans des collections de plantes, dans les banques de gènes, hein, on parle comme ça. On dit banque de gènes, banque de graines, c'est la même chose. Banque de graines, c'est exactement pareil. Et d'apporter des caractères d'intérêt, par exemple des résistances à des maladies, dans des plantes élites telles qu'elles sont cultivées aujourd'hui. Et avec les biotechnologies, on peut faire ce travail-là d'une manière plus simple, plus rapide. Alors justement, on parle aujourd'hui de nouvelles techniques de sélection. Tout le monde a entendu un peu parler de CRISPR-Cas9. C'est une découverte française. Qu'apportent ces nouvelles découvertes, ces nouvelles techniques aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait hier?
Alors on a effectivement là un nouvel outil dont les utilisations commencent d'être explorées au niveau de la recherche publique. Pour l'instant, il n'y a rien qui soit effectivement utilisé par les obtenteurs, les améliorateurs de plantes. Ce sont des outils, des ciseaux moléculaires, on peut en parler comme ça, qui apportent une précision beaucoup plus grande que les outils qui existaient et qui peuvent permettre, par exemple, d'agir au niveau d'un tout petit élément, une seule lettre du patrimoine génétique ou d'un gène, pour éteindre un gène qui est par exemple nuisible, qui serait un gène de résistance à une maladie. Voilà, ce sont des outils qui vont avoir des développements considérables en santé humaine, mais qui en auront également en amélioration des plantes, pour peu que le cadre réglementaire ne soit pas défavorable. D'accord, alors justement, Luc Smessart, vous avez regardé cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec les enjeux d'utilisation des biotechnologies pour l'agriculture française? Alors, les enjeux sont considérables. Travailler sur la semence, c'est à la base de la majorité de nos productions et c'est essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de recherche, laisser parler la parole aux scientifiques, travailler. On a besoin d'innover en permanence. On voit que le climat évolue rapidement et face à ce bouleversement climatique, les agriculteurs sont en première ligne et il serait tout à fait normal qu'on travaille et qu'on casse un peu ces peurs. Je pense que c'est un vrai message aussi à travailler sur, parce que c'est vrai que la modernité peut faire peur, mais je pense que justement, laissons parler ceux qui savent, ceux qui travaillent. Il y a un gros travail qui est fait et je crois qu'il faut aussi, derrière, c'est la transparence, montrer ce qu'apporte cette nouvelle technique, cette technologie. Nous avons aujourd'hui besoin de semences qui s'adaptent, qui permettent de réduire ou en tout cas mieux utiliser les intrants, c'est-à-dire la protection. Moi, j'ai pu voir sur mon exploitation depuis 20 ans toute cette évolution qui permet de diminuer certains produits phytosanitaires, en tout cas qui permet à chaque fois de les mettre au bon moment quand il le faut. Et quelles que soient les plantes, et je vois que si on peut citer par exemple la betterave, quand on voit l'évolution qu'il y a pu y avoir sur ces 20 dernières années, c'est quand même très considérable et on a besoin de travailler. Ce qu'on dit à la FNSEA, c'est que justement, on a été un petit peu complètement arrêté en France avec ce principe de précaution où le parapluie a tellement été ouvert grand, c'est qu'on arrête tout et qu'on n'est pas dans un monde fermé, on est dans un monde ouvert aujourd'hui et qu'il est important que la France, qui était leader notamment sur le marché de la semence, moi je préfère avoir des semences françaises que d'avoir des semences d'importation parce que j'ai plus confiance justement à nos chercheurs, à ceux qui travaillent et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on demande à la FNSEA, d'avancer sur ces domaines-là. À chaque fois il faut que ça apporte quelque chose pour l'agriculteur mais surtout aussi pour le consommateur. Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus en termes de santé et c'est ces éléments-là qui sont aussi à travailler. Alors justement, Thomas Bourgeois, vous êtes agriculteur. Expliquez-nous cette recherche variétale, ces nouvelles variétés. Je crois qu'il y a plus de 500 nouvelles variétés qui vous sont proposées chaque année en France. Ça vous apporte quoi en fait, cette innovation variétale? Alors tout d'abord, l'innovation variétale, en tant qu'agriculteur, il ne faut pas oublier que la première chose, c'est de produire. Donc tous les ans, nous avons quand même un gain grâce à cette innovation variétale. Et comme l'avait dit Luc, nous avons aussi également des plantes qui résistent de mieux en mieux aux bioagresseurs en général, notamment aux maladies cryptogamiques. Maladies cryptogamiques, pardon, les champignons. Les champignons. D'accord, merci. Mais en revanche, les maladies évoluent beaucoup plus vite que ce que proposent nos sélectionneurs. Donc une variété qui est résistante à, on va dire, de la rouille jaune, une année... Ce qu'on voit à l'écran, non, ça c'est plutôt de la bactériose sur le pois, ça. Mais une maladie qui, par exemple, la rouille jaune évolue très très vite. Elle nous vient d'Angleterre, malheureusement, surtout dans le nord de la France. Et c'est une maladie qui évolue très très vite et des variétés qui étaient tolérantes, voire même résistantes à la rouille jaune, l'année d'après devient sensible. En fonction de l'évolution climatique aussi, joue un rôle par rapport à l'arrivée de nouveaux parasites, j'imagine, dans vos champs? Aussi. Et c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique comme on a, il nous faudrait des plantes qui soient plus souples et plus tolérantes à la fois, enfin surtout plutôt à la sécheresse, à l'excès d'eau, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de correct. Et justement, si ces créateurs de variétés n'arrivent pas à répondre à vos besoins de nouvelles résistances, quelles conséquences économiques pour votre exploitation?
La conséquence économique, c'est que si on ne veut pas perdre de rendement et continuer à essayer de vivre correctement et surtout à nourrir la planète, surtout le premier impact, ça va être qu'on va être obligé d'augmenter notre cadence de produits phytosanitaires. Et donc d'apporter plus de produits sur les plantes pour essayer de les maintenir en vie plus longtemps. Alors justement, Marie-Cécile Damav, vous, dans votre think tank, les biotechnologies est un sujet qui intéresse, qui est à craindre, ou plutôt qui présente des bénéfices importants à la fois pour les agriculteurs, comme on vient de le voir, mais pour le consommateur et la société ? Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que l'objet principal du think tank en question, c'est de donner les moyens de permettre en fait aux différents acteurs de la filière d'occuper leur posture stratégique en fait dans notre pays. Donc pour cela, il faut qu'ils en aient les moyens. Et si on part du principe que l'agriculture et ses filières ont une position stratégique, notamment au niveau économique, mais pas seulement dans notre pays, à ce moment-là, c'est important que l'ensemble des outils dans cette fameuse boîte à outils soient disponibles, soient accessibles aux producteurs en premier lieu. Et là, on a beaucoup parlé du végétal, mais dans l'animal également, en fait, les biotechnologies sont utilisées dans l'amélioration génétique des animaux. Je pense à la génomique, notamment. Donc, le fait de bien connaître finement le génome des animaux, c'est aujourd'hui un facteur d'accélération. On a parlé d'accélération de la sélection dans le végétal, mais dans l'animal, c'est un petit peu le même mécanisme qui se fait. À partir du moment où on connaît de mieux en mieux, de plus en plus précisément le génome et des animaux d'élevage et des plantes cultivées, on saura mieux précisément les améliorer en fonction des critères et multicritères, effectivement, qu'on a déterminés dès le départ, donc que ce soit de la productivité, que ce soit de la qualité, en fonction des filières commerciales, donc de la qualité dirigée vers le consommateur ou vers la transformation, ou bien effectivement de la tolérance à la sécheresse ou des résistances à des maladies. Donc on voit les enjeux pour les productions végétales, les productions animales, les enjeux pour la biochimie, tous ces nouveaux débouchés. Est-ce que les biotechnologies peuvent avoir un rôle important ? Alors, à mon avis, on est vraiment dans la gestion des risques. Aujourd'hui, les risques pour un producteur sont importants en termes économiques, par exemple avec la fluctuation des prix de marché, avec les prix qui sont imposés par exemple par la grande distribution, les risques qui sont climatiques, on en a déjà parlé, avec les accidents climatiques qui risquent de se renouveler beaucoup plus souvent en fait, qu'auparavant avec le changement climatique. Les risques qui sont sanitaires, dans le monde animal, on le voit aujourd'hui avec la grippe aviaire, comme dans le monde du végétal. Donc tout ça, cette multiplication des facteurs de risque exige en fait au niveau de la production qu'on ait un certain nombre d'outils à disposition. Et la génétique, c'est un outil très puissant qui l'a déjà démontré en fait dans les décennies passées. C'est un facteur de production très efficace pour augmenter la productivité tout en travaillant vraiment en multicritères, en étant vraiment très très efficace. Donc il est, à notre avis, dans ce think tank, indispensable que l'agriculteur il ait le choix parmi les différents outils qui sont disponibles, et notamment les outils les plus modernes. Alors justement, vous aviez fait en début d'année une publication sur la filière semencière française, et je crois que vous aviez donné des chiffres de ce progrès génétique par rapport à nos productions agricoles. Oui, en fait, depuis l'après-guerre, les rendements en blé, en maïs ont été multipliés par 4, ce qui est énorme, et en betterave ont été multipliés par 3. Et en fait, les chercheurs ont cherché à savoir quelle était la part de la génétique justement dans ces progrès. Et en fait, en fonction des espèces, on est entre 30 et 55%. Donc alors évidemment, il y a plein d'autres facteurs de production. Je pense à la mécanisation notamment, aux autres intrants qui sont utilisés dans la production, à l'agronomie, aux rotations, etc., à l'organisation des producteurs. Mais on voit que la génétique joue un rôle vraiment crucial. Alors justement, ce rôle de la génétique, Lux Messart, j'ai une question. Est-ce que ça intéresse l'agriculture biologique? Est-ce que les agriculteurs qui font des productions biologiques veulent ces innovations? Alors, oui, je crois qu'un agriculteur, il est déjà passionné. Quand il pense son assolement, la première chose qu'il passe énormément de temps à choisir justement ses semences. Et qu'on soit en agriculture biologique, en agriculture raisonnée, aujourd'hui,
on va justement, on a besoin, et qu'un agriculteur biologique a encore plus besoin justement de cette nouvelle technologie. C'est peut-être justement aussi en parlant qu'il faut le dire. Aujourd'hui, je crois qu'un agriculteur qui est en agriculture biologique a besoin d'une plante qui résiste à l'eau, qui résiste également aux attaques des insectes, les différentes maladies qu'on peut éviter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'investir. Moi, j'ai fait le choix de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée. Mais quand je vois un agriculteur qui travaille en bio à côté, je crois que c'est encore quelqu'un qui a encore besoin de plus de techniques, de technologie. Et c'est là d'où l'importance d'investir aujourd'hui en France sur cette recherche. Je crois qu'on a besoin aussi d'une recherche qui soit publique, privée. Le lien aussi entre les recherches fondamentales et puis nous, les agriculteurs, donc faire le lien. On a des belles grandes écoles et puis je crois qu'il faut aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes aussi qui sont un peu pilotes et ces fermes, on met en place des innovations et ça permet aussi le progrès. Moi, il se passe aussi beaucoup, des fois on dit au-dessus de la haie, puisque on regarde ce qui se fait chez le voisin et puis on lui demande, tu as utilisé quelle semence, qu'est-ce que tu as utilisé, et puis c'est comme ça qu'on avance. Bien sûr avec des conseils et toutes les expérimentations, on a besoin de ces expérimentations publiques, c'est bien ce travail qui est à faire, donc c'est casser ses peurs et puis après se dire qu'à chaque fois qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, je pense qu'un agriculteur, quand il fait ces choix-là, il a besoin de cette boîte à outils aujourd'hui, et en France on a plutôt aujourd'hui un beau travail, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces semences, parce que des fois on fait toujours des amalgames en disant ça interdit. Non, peut-être que, en tout cas moi ce que je veux c'est pouvoir choisir, est-ce que je réutilise ma semence ou je prends la semence que mon obtenteur, mon semencier va me proposer, qui va m'amener des avantages et qu'à l'arrivée j'aurai une marge, un revenu meilleur, et puis en même temps mon produit va être mieux adapté aussi à ce que attend le meunier, ou ce que attend, je suis en production laitière, mon industriel qui s'appelle Danone, aujourd'hui travaille aussi sur la qualité des acides gras, vous savez le cholestérol, voilà, oui, tout à fait. On commence tous à avoir un petit peu. Grâce aussi à cette technologie, on avance sur ces sujets-là. Alors justement, Thomas Bourgeois, vous êtes agriculteur, mais vous êtes également agriculteur multiplicateur de semences. Ça demande une plus grande technicité. Comment faites-vous ? Oui, ça demande une plus grande technicité parce que nous avons un cahier des charges très très contraignant avec des règles d'isolement et des normes d'isolement pour essayer d'avoir la semence la plus parfaite possible. C'est-à-dire que vous multipliez ces variétés qui sont créées chez les sélectionneurs pour ensuite les commercialiser, qu'elles soient commercialisées à tous les agriculteurs, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis le maillon entre l'agriculteur qui va semer pour récolter, pour partir en transformation, pour faire du pain ou toute autre chose, et la personne qui crée la variété. Alors Marc-Richard Mollard, aujourd'hui, il y a des réflexions pour faire évoluer la réglementation européenne, nationale, sur toutes ces nouvelles techniques de biotechnologie. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un frein au développement de ces techniques, d'un point de vue réglementaire surtout ? Alors, les nouvelles techniques que nous avons évoquées, pour l'instant, n'ont pas de statut réglementaire. Donc pour l'instant, ce ne sont que des objets d'études de laboratoire, et essentiellement de la recherche publique, qui a d'ailleurs fait la preuve de la faisabilité et de l'intérêt de cette technique sur un grand nombre d'espèces de plantes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de statut réglementaire et il est très important d'avoir un statut réglementaire clair pour que les entreprises puissent engager des investissements et développer, aller de l'avant sur ces techniques. Mais justement, est-ce que ces techniques coûtent cher ? Alors, paradoxalement, non. Le fameux CRISPR-Cas9 dont nous parlons est extraordinairement précis et peu coûteux par rapport aux techniques qui étaient utilisées auparavant. C'est donc d'ailleurs une opportunité pour que des entreprises semencières de plus petite taille, des laboratoires publics et même des start-up puissent participer à l'amélioration des plantes et au progrès de leur génétique. Oui, en France, on a combien d'entreprises qui créent ces nouvelles variétés ? 73 à peu près entreprises actuellement améliorent les plantes, ce qui est quand même beaucoup. Alors on parle tout le temps dans les médias des majors, de Monsanto, Syngenta, etc. Il y a tout un tissu en France d'entreprises nationales, locales, grâce à un terroir favorable, à des agriculteurs compétents
Et ce qui fait que la France est quand même le premier pays exportateur de semences dans le monde, devant les USA, devant la Chine, il faut le dire. Ah oui, quand même, il faut le dire haut et fort, en effet. Alors la question du statut réglementaire, il y a des freins. Donc tout le monde est conscient, à partir du moment où vous écoutez les journaux, télévisés en particulier, qu'il y a une méfiance grandissante à l'égard du progrès, qui est fortement relayée par un certain nombre de médias, qui est fortement présente dans les réseaux sociaux, sur l'Internet. Et bon, voilà, c'est un fait. Et les forces qui sont derrière cette crainte vis-à-vis du progrès cherchent à rendre très compliqué la mise en place de ces nouvelles technologies et finalement des semences sur le marché. Et donc, une de leurs orientations, c'est de parler d'OGM cachés, ou c'est de dire que tout ça doit être considéré comme des OGM en disant mais on ne sait pas, on n'a pas de sécurité, on n'a pas de certitude, il faut connaître. Et ça, c'est très dangereux, cette approche-là, parce que ce qui a été fait sur les OGM est au-delà de la rationalité. C'est devenu un débat passionné. Moi, je ne veux pas du tout revenir sur cette question-là, mais il est clair qu'il ne faut pas renouveler les mêmes erreurs. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une approche qui soit scientifique, basée sur la science, et pragmatique également. Et pour ce faire, nous avons publié Vous êtes venu un avec livre votre livre blanc pour sensibiliser les candidats à la présidentielle et plus tard les candidats aux législatives à cette question en particulier. D'accord, alors Marie-Cécile Damave, j'avais une question par rapport au rôle des biotechnologies dans le développement de la bioéconomie. Mais avant, j'aimerais bien que vous puissiez répondre à Marc-Richard Mollard sur la différence entre la transgénèse, qui avait mis en place les premiers OGM, et les techniques d'aujourd'hui. C'est vraiment différent ? Alors, en fait, parmi l'ensemble des nouvelles techniques, ou on va dire des techniques les plus récentes, parce que le mot nouveau, en fait, on n'en reste pas nouveau pendant très longtemps finalement, parce que la science avance très vite. En fait, parmi les techniques les plus modernes de biotechnologie qui servent justement à cette amélioration des plantes, on a en fait deux grandes catégories. Une catégorie où il y a un transfert génétique, comme la transgénèse. C'est-à-dire un transfert d'un gène étranger. Voilà, d'un gène étranger qui apporte un caractère d'intérêt. Par exemple, une tolérance à la sécheresse. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que c'est souvent plusieurs gènes qui sont impliqués, mais on peut prendre cet exemple-là. Et puis la deuxième grande catégorie, c'est qu'il n'y a pas de transfert de gènes. Et en fait, la modification, elle se fait sans transfert, en fait. Donc on peut effectivement allumer ou éteindre, par exemple, un gène qui est déjà sur place, qui est déjà dans le patrimoine génétique de la plante en question qu'on cherche à améliorer. Donc voilà. Grosse différence, en effet. Voilà, donc voilà les deux grandes catégories. Après, ce que ça apporte de plus, effectivement, on a parlé d'efficacité, on a parlé de précision, et puis d'accélération de l'amélioration génétique à partir du moment où on connaît encore mieux finalement la composition du génome grâce à cette fameuse génomique. Voilà, on fait du génotypage, on fait du phénotypage pour mieux connaître plus précisément, plus finement le génome, et donc on saura exactement où exercer cette modification. Donc un travail extrêmement précis. La deuxième question, très rapidement, le rôle des biotechnologies dans la bioéconomie, dans le développement de la bioéconomie. Oui. Alors la bioéconomie, en fait, c'est l'économie biosourcée, c'est-à-dire une économie qui est basée sur les ressources biologiques renouvelables. Un des objectifs en fait, de la bioéconomie, c'est comment se passer du pétrole, au moins partiellement, et comment remplacer les ressources non renouvelables, par exemple pétrolières ou charbon, etc., voilà, des énergies fossiles, par des énergies renouvelables biologiques, donc par la biomasse. Donc, par exemple, par la biomasse produite en agriculture, ou bien par la forêt, ou bien par la pêche ou l'aquaculture. Voilà les grandes catégories. Donc, comment transformer en fait cette biomasse pour, d'une part, continuer à donner la priorité à l'agroalimentaire, puisque c'est très important d'avoir cette priorité numéro 1 pour nourrir les gens. Notre sécurité alimentaire, avant tout. Très important. Donc alimentation des humains et des animaux d'élevage, bien sûr. Et puis ensuite, tout ce qui est non alimentaire. Donc dans le non alimentaire, on aura des bioénergies. Donc on a beaucoup parlé des biocarburants. Il y a différentes générations aussi dans les biocarburants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est biomatériaux et biomolécules.
Donc, oui, des bioplastiques, tout. voilà, mais il y a des biomatériaux qu'on connaît très bien. Le papier, par exemple, c'est un biomatériau qui existe depuis bien longtemps. Après les biomolécules, là, on va dans la chimie verte, la chimie du végétal. D'accord, merci beaucoup. Alors, Lux Messart, une question. On parle des biotechnologies, on a compris les freins par rapport à l'évolution réglementaire, mais quel doit être le rôle clé des agriculteurs pour nous rassurer, nous consommateurs, sur ces techniques ? Je crois qu'on a déjà un gros travail de transparence, de dire que voilà, on n'est pas sous le coup de telle firme ou de telle, et que le travail, nous, ce qu'on défend à la FNSEA, c'est des agriculteurs autonomes, qu'on leur donne tous les bons éléments d'outils d'aide à la décision avant de pouvoir faire le bon choix, que ce soit pour les semences, mais la même chose sur les protections de la plante, sur les bons engrais à utiliser. Ça, c'est quand même très important. Donc je pense que le capital confiance qu'a aujourd'hui l'agriculteur doit peut-être servir justement à expliquer ces éléments-là. Et puis je crois qu'après aussi, tout le monde de l'agroalimentaire doit pouvoir dire aussi, s'exprimer, de dire qu'aujourd'hui, d'avoir des nouvelles semences, c'est aussi un atout pour l'aspect santé, pour l'aspect quantité, parce que tant que les rayons sont pleins, il n'y a pas de problème. On se dit, bah non, c'était mieux avant. Non, il faut aussi penser à ce qu'apporte l'agriculture, qui va amener aussi comme solution en termes par rapport au circuit court, par rapport à la partie française, mais aussi l'agriculture française a aussi des gros atouts à l'exportation, et ça, c'est quand même très très important. Moi, tout à fait. Ce que j'y vois aussi sur cette partie-là pour les agriculteurs, c'est aussi, à chaque fois, c'est aussi un gain en termes de compétitivité. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde notre place. On est numéro 1 aujourd'hui en Europe et il faut la garder. Et ça, c'est indispensable en agriculture, mais aussi sur le domaine de la recherche. Merci beaucoup, Lux Messart. Merci de nous avoir fait voyager au cœur de ces gènes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.